bienvenue à ce nouveau rendez-vous de travail et sécurité. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de la prévention des risques psychosociaux ou RPS. Et plus précisément, nous allons nous arrêter sur le rôle des dirigeants et directions d'entreprise dans la mise en œuvre d'une démarche pérenne et l'importance de leur rôle pour que la prévention des RPS soit couronnée de succès. Cette table ronde prolonge le dossier de travail et sécurité paru en octobre 2022 sur ce sujet précis. Avec nous pour en parler, Valérie Langevin, vous êtes expert d'assistant conseil à l'INRS et spécialiste des risques psychosociaux. Bonjour. Claude Vadeboin, vous êtes psychologue du travail à la CARSAT, donc Caisse d'assurance retraite et santé au travail de Rhône-Alpes. Bonjour. Sabrina Vinet, vous êtes responsable de formation et diversité et en charge de l'animation du comité de pilotage COPIL RPS au sein de l'établissement de Niort de Safran Electrical and Power. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet établissement ? Oui, donc l'établissement de Niort de Safran Electrical and Power appartient au groupe Safran. Et c'est un établissement qui développe et produit des matériels de distribution électrique pour les aéronefs. Et il comptabilise actuellement autour de 700 collaborateurs. Très bien. Et enfin, Emmanuel Martineau-Marsoni, vous êtes directeur général de l'association Kervian. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Kervian ? Oui, bonjour. Kervian, c'est une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux plutôt, qui regroupe 9 établissements. Il y a 300 personnes handicapées, grosso modo, qui sont suivies par 400 salariés et qui sont sur le Morbihan, sur tout le Morbihan. Avant de démarrer, nous précisons que nous n'aborderons pas ici la question du télétravail en lien avec les risques psychosociaux. Je vous invite à retrouver sur le site www.inrs.fr la table ronde qui avait été consacrée à ce sujet précis à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2022. Tout d'abord, je vais me tourner vers les expertes du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Valérie Langevin, en quoi les chefs d'entreprise sont les premiers acteurs à convaincre dans la mise en œuvre d'une démarche de prévention des RPS ? Tout d'abord, les dirigeants sont responsables de la santé et de la sécurité des salariés. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, ils sont les décisionnaires. Donc, pour mettre en place des actions de prévention en termes de prévention des risques psychosociaux, s'ils ne sont pas embarqués dans la démarche de prévention, les actions de prévention ne sont pas mises en place. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Et puis, il faut aussi préciser que il faut qu'ils puissent embarquer l'ensemble de la ligne hiérarchique. Et s'ils ne sont pas les premiers moteurs de la démarche, ils ne pourront pas embarquer les managers. Et donc, il n'y aura pas une dynamique d'ensemble qui sera impulsée sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un prérequis indispensable que les dirigeants soient les premiers acteurs incontournables dans la démarche de prévention. Comment les convaincre des enjeux autour des risques psychosociaux, Valérie Langevin ? Je pense qu'il faut les rassurer. Il faut rassurer les dirigeants. Et pour les rassurer, il faut déjà les informer, les former, leur expliquer ce que sont les risques psychosociaux, donc apporter des définitions sur ce que sont les risques psychosociaux, leur expliquer les enjeux de santé par rapport à ces risques-là. Faire apparaître que c'est pas parce qu'il y a le mot psy dans risques psychosociaux que ce sont uniquement des problématiques individuelles, car que derrière la problématique des risques psychosociaux, il y a des enjeux en lien avec l'organisation du travail et que quand on vient questionner l'organisation du travail, on ne va pas forcément remettre en cause leurs prérogatives de chef d'entreprise, de dirigeant. Quand on vient questionner l'organisation du travail, tout le monde finalement a y gagné, non seulement les salariés, du point de vue de leur santé, du point de vue de l'investissement, de leur épanouissement dans leur travail, mais aussi les dirigeants. Et pour les rassurer, il faut aussi leur dire qu'ils ont à leur disposition des outils
hein. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard au cours de l'émission. Il y a aussi des outils qui permettent de structurer une démarche pour rester vraiment centré sur le travail. Claude Vadeuin, vous vouliez préciser peut-être quelques éléments? Oui, bah, peut-être ajouter que, il faut tenter avec eux de les amener à faire les liens entre, la démarche, de prévention du risque psychosocial et leurs propres enjeux. Les enjeux, d'amélioration, des produits, les enjeux d'amélioration du service, les enjeux d'attractivité, de fidélisation et hem et 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 penser que, les salariés qui font le travail, là où se crée quand même, la valeur quoi, hein, eh bien doivent être considérés comme une partie prenante, comme toutes les autres parties prenantes qui concourent à la performance de l'entreprise. Les parties prenantes comme, le client, les parties prenantes fournisseurs, les parties prenantes actionnaires et à ce titre, les salariés il est nécessaire, d'évaluer la satisfaction des salariés comme on évalue la satisfaction des clients, des fournisseurs ou voire des actionnaires. Dans un objectif bien entendu de performance globale. Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut rapidement revenir sur ce que sont précisément les risques psychosociaux? Comment les définir, Valérie Langevin? Alors, les risques psychosociaux, on peut dire que ce sont des situations de travail où sont combinés, ou peuvent apparaître, pardon, de manière combinée ou non, du stress, c'est-à-dire un déséquilibre entre les contraintes de l'environnement de travail et les ressources que les salariés ont à leur disposition pour faire face à ces contraintes de travail. Donc le stress, les violences internes, c'est-à-dire tout ce qui est conflit, tension entre les personnes à l'intérieur de l'entreprise, et les violences externes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'agression, de l'agressivité, des agressions de la part des clients, du public, des usagers. Donc on a les risques psychosociaux. En amont, on va avoir les facteurs de risque psychosociaux qui peuvent engendrer les risques psychosociaux. Donc on a une catégorisation qui permet d'aborder ces risques psychosociaux. On ne va pas rentrer dans le détail de cette catégorisation, juste quelques exemples. Par exemple, une quantité de travail excessive, le manque d'autonomie ou encore le manque de soutien de la part de la hiérarchie ou de la part des collègues. Et en aval de ce grand ensemble que sont les risques psychosociaux, on a les conséquences, notamment sur la santé mentale, bien sûr, de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, etc., mais aussi des conséquences sur la santé physique. Et ça, c'est très important. Les risques psychosociaux, ce n'est pas qu'une problématique de santé mentale. Les risques psychosociaux peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé physique, par exemple, des maladies cardiovasculaires. Comment s'y prendre pour structurer une démarche de prévention et quels peuvent en être les principaux freins, Valérie Langevin? Pour structurer une démarche de prévention des risques psychosociaux, je dirais qu'on s'y prend un peu de la même façon que pour les autres risques professionnels. Et globalement, il y a 4 circonstances qui permettent d'agir en prévention des risques psychosociaux. C'est soit en amont d'un projet important qui va impacter les conditions de travail, soit lors de l'évaluation des risques et la transcription dans le document unique, soit suite à une alerte de type RPS, des plaintes qui arrivent via le médecin du travail, via les représentants du personnel, par exemple, ou soit, quatrième circonstance possible, c'est suite à une atteinte à la santé déclarée, donc de type accident du travail ou maladie professionnelle, dont on suspecte un lien avec les risques psychosociaux. Ça, c'est pour les circonstances. Ensuite, classiquement, il y a 5 étapes à suivre. La préparation de la démarche, l'analyse des situations de travail, l'élaboration du plan d'action, la mise en œuvre du plan d'action et le suivi des actions de manière assez itérative. Donc ça, c'est assez classique. Mais ce qui est très important, et c'est vraiment une étape à ne pas négliger, c'est l'étape de préparation où là, il est très important qu'il y ait un engagement de l'employeur pour notamment à certaines étapes clés de la démarche, au moment pour donner les moyens de la démarche de prévention, pour protéger la parole des salariés,
Et puis aussi un engagement de l'employeur à agir suite à l'analyse des situations de travail. Dans la structuration de la démarche, il est aussi très important d'associer les représentants du personnel, de solliciter les salariés qui vont participer à l'analyse de leur situation de travail et puis, si possible, de solliciter l'appui du service de prévention et de santé au travail. Et puis, en ce qui concerne les freins, peut-être que tu veux compléter, Claude Vadeboin. Claude. Oui, moi, je poserais deux principaux freins. Le premier, c'est déjà la méconnaissance, on va dire, entre santé et travail. En effet, on peut se poser les questions suivantes. Pourquoi, pour être en santé, les salariés ont besoin de reconnaissance? Pourquoi ont-ils besoin d'avoir des marges de manœuvre, de l'autonomie? Pourquoi ont-ils besoin d'être dans un collectif de travail où l'entraide est possible? Eh bien, toutes ces questions, ce sont les sciences humaines au travail qui qui y répondent et qui nous ont dit depuis bien longtemps que travailler est bien plus que répondre à des prescriptions, des consignes ou des procédures. Et malheureusement, ces sciences humaines au travail sont peu présentes dans les formations managériales. Et c'est, de fait, la conclusion, c'est qu'on va référer la question des RPS plutôt à des fragilités individuelles et non pas à l'organisation du travail. Le deuxième frein est une appréhension pour les responsables de l'entreprise de laisser questionner l'organisation du travail par tout à chacun dans l'entreprise. En effet, questionner l'organisation du travail est plutôt pensé comme étant le précaré de la hiérarchie, du responsable méthode, du responsable de production. Et les salariés, donc, sont vus comme étant peu légitimes à questionner l'organisation du travail. De fait, la remontée, l'expression de la difficulté au travail n'est pas vécue dans l'entreprise comme une parole vertueuse, mais plutôt comme une critique ou des revendications. Oui, pour reprendre une expression que vous affectionnez, je crois, toutes les deux, c'est pas un cataclysme que de questionner l'organisation, mais c'est plutôt justement de retirer des grains de sable qui empêchent à l'organisation du travail de bien fonctionner. C'est vertueux. Très bien. Et donc, pour lancer une démarche, vaut-il mieux la piloter en interne ou faire appel à un auteur externe qui veut répondre? Valérie Langevin, Claude Vadeboin. Je peux commencer, Claude pourra compléter. Éventuellement. Si on peut, c'est préférable de faire en interne, puisque ça fait partie à la fois des prérogatives de l'employeur de faire des démarches de prévention, d'évaluer les risques. C'est aussi une prérogative des représentants du personnel. Donc, c'est préférable de le faire en interne si on peut. Alors, quand je dis si on peut, c'est-à-dire que s'il y a les compétences et puis si le climat social est apaisé. Sinon, on peut avoir recours à des compétences extérieures. Après, il faut que ce recours soit limité et qu'il y ait... si par exemple on fait appel à des consultants, il faut qu'il y ait un transfert de compétences qui s'opère progressivement. Tout à fait. Oui, j'abonderais effectivement en disant que c'est possible. Alors, c'est une question qui est posée lorsqu'on explique la démarche et que on expose le fait qu'on va devoir questionner, animer des groupes de travail. Et bien tout de suite, l'entreprise dit mais qui? Et bien là, on leur demande, est-ce que vous avez en interne le profil suivant, c'est-à-dire des personnes qui seraient en capacité d'animer des groupes de travail sans être des experts de l'animation, des personnes qui savent quoi chercher, parce qu'il faut quand même un peu connaître les RPS pour aller les trouver, questionner, tirer le fil. Et puis, c'est le troisième aspect du profil qui pose généralement problème, c'est la question de... la personne qui va animer doit être en capacité de construire une posture de neutralité, pour faire le lien avec ce que Valérie disait, c'est-à-dire que les salariés doivent être assurés que leurs paroles sur les difficultés de l'organisation ne se retournent pas contre eux. Donc s'ils pensent que la personne qui va les entendre, les écouter, ne va pas respecter la confidentialité et qu'il n'y aura pas de jugement surtout, eh bien ils ne diront rien tout simplement. Donc voilà, il faut bien avoir conscience de ce profil pour être en capacité de le faire en interne.
On évoquait tout à l'heure, vous l'évoquiez, Valérie Langevin, des outils existants pour aider les entreprises donc, à mettre en œuvre cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, très rapidement, hein, donc on a un certain nombre d'outils proposés à l'INRS. Je vais en citer 2 qui permettent aux entreprises de faire l'évaluation des risques psychosociaux. Il y a l'outil RPS-DU pour les entreprises globalement de plus de 50 salariés et l'outil qui se présente sous la forme d'une brochure et l'outil Faire le point RPS qui est un outil en ligne qui permet de faire de manière un peu plus automatique l'évaluation des risques psychosociaux. Il s'appuie sur la même catégorisation des facteurs de risque psychosociaux. Et ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième point commun de ces 2 outils, c'est qu'il s'agit de grilles d'entretien collectif. Ce ne sont pas des questionnaires, ce sont vraiment des grilles d'entretien collectif où on essaye aussi de ramener des éléments qualitatifs, du concret, des situations de travail. Pour acquérir la méthodologie, des aides extérieures sont possibles. À titre d'exemple, la CARSAT Centre Val-de-Loire organise des formations actions auprès d'entreprises de la région. Nous allons regarder le témoignage de l'entreprise Fenwal qui participe à ce dispositif. Suite à un accroissement de son activité et à une réorganisation de ses équipes il y a 1 an et demi, l'entreprise a souhaité mettre en œuvre une analyse approfondie des conséquences de cette réorganisation du site sur la santé des salariés. On regarde la vidéo. Cette formation se présente sur 1 an. Chaque session, tous les mois et demi, 2 mois, a un thème qui nous permet d'avancer dans la démarche. Les définitions, l'organisation des questionnaires, l'analyse des réponses et puis les actions. On apporte chacun nos témoignages sur cette étape-là du processus. En fait, on apporte notre témoignage la fois d'après sur ce qu'on a vu la fois d'avant, mais qu'on a mis en application entre deux. Et les sessions se passent avec d'autres entreprises qui nous permettent aussi d'appréhender les problématiques des autres ailleurs qui ont une activité différente. Mais les problématiques souvent se recoupent. Donc finalement, comme on n'avance pas tous à la même vitesse, certains ont déjà avancé sur des sujets et peuvent apporter des réponses vraiment concrètes sur des problématiques qu'on commençait tout juste à aborder. Donc c'est très bien. On pourrait être amené à laisser tomber. Il faut quand même dire que c'est une organisation lourde. On s'en rend compte assez rapidement, en fait, dès les premières sessions, qu'il va falloir creuser la question, interroger beaucoup de monde, analyser les réponses, comment détermine-t-on les groupes, comment détermine-t-on les intervieweurs, plein d'aspects qui paraissent très très compliqués et un peu insurmontables. Donc pour ça, la CARSAT apporte des conseils très pratiques. Et puis si jamais on a besoin d'aide, le représentant de la CARSAT est là soit pour répondre à nos interrogations entre 2 sessions par téléphone ou se déplace sur notre site pour rencontrer soit le CSE, soit la direction, en fonction de nos besoins. On le voit dans ce témoignage, Claude Vadeboin, il y a une presque tentation du découragement, en particulier au moment du démarrage de la démarche. Oui. Une réaction peut-être? Oui, alors, pour avoir l'habitude d'accompagner d'autres entreprises, effectivement, le début peut paraître un peu lourd, un peu compliqué, mais très vite, les entreprises comprennent que, au fond, faire une évaluation des RPS, c'est parler de travail au travail. Donc, une fois que tout ça est bien compris, rodé, tout se passe très bien. Et comment intervenez-vous précisément en région Rhône-Alpes au niveau de la CARSAT? On accompagne les entreprises plutôt dans le déclenchement dans le déclenchement de la démarche, en les conseillant, sur les outils, les méthodes, leur donnant des éléments de compréhension. Pourquoi telle méthode, pourquoi tel outil, comment utiliser par exemple RPSDU, qu'ils utilisent le plus souvent souvent comme un questionnaire alors que c'est un guide d'entretien. On leur explique pour quelles raisons le réseau prévention préconise plutôt des entretiens collectifs plutôt que les entretiens individuels. Voilà. Et puis nous sommes après présents à des moments clés de la démarche.
voilà, pour continuer à soutenir et aider la poursuite de la démarche. Puis à un moment clé où là nous sommes vraiment présents, c'est l'élaboration du plan d'action, suivi du plan d'action et mise en ordre du plan d'action. Puisque la démarche l'évaluation des risques vise cet objectif, l'objectif de mettre en place un plan de prévention. Et existe-t-il des formations sur le sujet de la prévention des risques psychosociaux? Qui veut répondre? Valérie Langevin? Dans le réseau, effectivement, l'INRS, on a une offre formation sur les risques psychosociaux. Il y a plusieurs stages qui sont proposés. On peut retrouver sur notre site. Et puis, il y a un certain nombre de CARSAT ou de CGSS qui proposent des formations sur les risques psychosociaux. Après, bien sûr, il y a des consultants qui proposent des formations. Donc voilà, après, je crois qu'il faut être un peu vigilant sur le contenu des formations qui sont proposées par les consultants. Donc voilà. Précisons que toutes les CARSAT ont des consultants inscrits sur les listes CARSAT et qui respectent les référentiels du réseau prévention. Donc c'est quand même un gage de compétences pour les entreprises plutôt que de piocher au hasard sur la toile. Il y a énormément d'offres autour de ce risque. Voilà, c'est une sacrée. Ça peut être une manne financière, donc attention aux consultants choisis. Merci pour ces réponses très complètes. Nous allons maintenant donner la parole à des entreprises qui mènent des démarches de prévention des risques psychosociaux. Pour commencer, un petit reportage qui présente le témoignage de la directrice de Boiron-Toulouse, Anne-Laure Weiner. Le déremboursement de l'homéopathie, à partir de 2021, a occasionné un repli très important de l'activité du laboratoire de l'ordre de 40%. Le site de Toulouse de Boiron est alors passé de 45 à 30 postes, ce qui a entraîné une réorganisation de grande ampleur. Et c'est à ce moment-là que le service de prévention et de santé au travail et la CARSAT de Midi-Pyrénées ont proposé à la directrice d'entrer dans une démarche conjointe de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, TMS. Une démarche qui a été facilitée par un dialogue social ancré de longue date dans l'entreprise. On regarde. L'idée, c'était de passer très vite en action et de ne pas rester trop longtemps sur des comités de pilotage. Dans les premières actions qu'on a déployées, il y avait une action de sensibilisation, formation de l'ensemble des collaborateurs du site à qu'est-ce que c'est les TMS, qu'est-ce que c'est les RPS. Bon, donc ça nous a mine de rien occupé quelques mois, on va dire 3 mois. En parallèle, on avait aussi nos comités de pilotage dans lesquels on calait la démarche et comment est-ce qu'on allait fonctionner. Et puis début 2022, on est vraiment rentré dans le concret avec des binômes d'animation qui ont pris en charge l'animation de groupes de travail. Alors après, c'était la technique de l'entonnoir. On a balayé à l'aide, alors ils ont été outillés, il y avait de la méthodologie, il y avait les outils de l'INRS. Et l'idée, c'était de prioriser ce sur quoi on allait travailler et puis de mener des ateliers avec les équipes. Et ça, c'était important, je voulais surtout pas y être. C'était surtout les équipes qui devaient mener ce travail pour, de manière participative, analyser une situation de travail et aller vraiment dans le dur et trouver des solutions concrètes par ceux qui font le travail tous les jours. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés la démarche suffisamment. Par exemple, on avait besoin de modifier toute l'organisation de notre magasin. Les équipes ont mené en amont de ça, cet été, donc à l'été 2022, une analyse en prévention de ce que ça pouvait donner en impact TMS, RPS, et en fonction de ça, on construit notre nouveau magasin. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs et les équipes s'approprient la démarche. Et là où je suis ravie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est à sa place, c'est-à-dire qu'on a vraiment des instances et le CSE et des élus, on essaye d'impulser la démarche et d'avoir des orientations, mais c'est vraiment ceux qui sont en train de travailler à la prévention des TMS et des RPS de manière très concrète. Donc aujourd'hui, on a une bonne appropriation au niveau des équipes et ça, c'est vraiment précieux. Le jeu maintenant, ça va être de quitter la démarche projet et de pérenniser cette démarche. Si je devais avoir 3 points forts de ce projet à retenir, je dirais que c'est l'action. On a plongé très vite dans des démarches concrètes. Le fait d'avoir impliqué toutes les équipes, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une seule personne de l'équipe de Boiron-Toulouse qui n'a pas participé à des groupes de travail. Et puis la démarche conjointe TMS-RPS, parce que les deux marchent ensemble. Le plan social m'a convaincu de ça. J'ai jamais eu autant de tendinite que pendant le plan social.
Et s'il y avait une limite, c'est pas une limite, c'est plutôt mon risque en tant que directrice aujourd'hui. Je me sens responsable de garantir la pérennité de la démarche. Et donc, on s'est donné un tempo. On s'est dit que chaque trimestre, maintenant, on allait analyser une nouvelle situation de travail pour se mettre vraiment dans une boucle d'amélioration continue. On le voit dans ce témoignage, l'engagement des directions et des dirigeants est essentiel. Peut-être une réaction ou un commentaire rapide à ce sujet, Claude Vadeboin, Valérie Langevin? Je crois qu'on a une très belle illustration de ce qui a été dit précédemment, l'importance de l'implication du manager, enfin du dirigeant, la participation des salariés. Là, on a une très belle illustration. L'association du CSE, très belle illustration de ce qui a été dit. Donc ça marche. Très bien. Je me tourne maintenant vers nos témoins d'entreprise. Je vais commencer avec vous, Sabrina Vinet. Vous êtes responsable formation et diversité, donc en charge de l'animation du COPIL RPS à l'établissement de Niort de Safran Electrical & Power. De quelle façon s'est impliquée votre direction dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux? Alors d'abord, c'est un sujet qui est porté par le groupe Safran, qui en fait, à travers des standards santé, sécurité, environnement, nous donne la feuille de route pour avancer sur ces sujets. Donc nous avons créé notre COPIL RPS sur cette base, et c'est un COPIL donc, qui est pluridisciplinaire, avec des représentants terrain, des représentants de la commission SSCT et des membres du service ressources humaines, SSE. Et puis surtout, nous avons eu l'engagement de notre directeur de site qui a rédigé une lettre d'engagement à l'attention des membres du comité de pilotage pour légitimer la démarche. Donc ça a été un point très, très important. Et un autre point, c'est le fait que notre direction nous laisse le temps aux membres du COPIL et aux collaborateurs qui participent à la démarche en tant que salariés, le temps de faire les choses, d'étudier. Et c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas vraiment le temps que ça va nous prendre. Donc c'est très important d'avoir le soutien de la direction au début. De la démarche. Et comment a-t-elle ensuite été déployée, cette démarche de prévention? Alors, la démarche de prévention, au début, quand les personnes ont intégré le COPIL, tout le monde ne connaissait pas les risques psychosociaux. Donc, il a fallu se former. Donc, on a formé l'ensemble des membres du comité de pilotage aux risques psychosociaux avec la CARSAT, donc Centre-Ouest, qui nous a accompagnés sur le sujet. Et ça nous a permis d'avoir un même langage, de comprendre ce qu'étaient les risques psychosociaux et aussi de construire les contours de la démarche. Donc là, déjà, on avait une vision un peu plus précise de ce que l'on souhaitait faire. Il a fallu aussi que l'on obtienne l'engagement des parties prenantes, donc par exemple des représentants du personnel. Donc on a présenté cette démarche aux élus du CSE et à la commission SSCT. Et puis ensuite, nous avons, sur la base d'une vidéo que l'on avait réalisée avec la CARSAT, informé l'ensemble des collaborateurs de la démarche de prévention des RPS que nous souhaitions mettre en place sur le site. Donc là, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel pour expliquer. Et puis là, on a lancé donc, notre première analyse au sein d'un service du site. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont suivi en termes de prévention, des mesures, ou est-ce que vous êtes vraiment dans le déploiement d'une démarche sur le long terme avec la mise en place de toutes ces choses que vous nous décrivez? Oui, alors là, on est vraiment dans une démarche, nous, on souhaite vraiment s'inscrire dans une démarche pérenne pour pouvoir avoir des résultats sur la durée. Et effectivement, dans la démarche que l'on a construite, pour l'instant, on a choisi un service, donc on s'est basé sur des indicateurs, mais aussi sur des remontées terrain, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc parce que ça revenait des instances représentatives du personnel ou des services de santé au travail. Et là, on s'est dit, bon, on a choisi tel service. En plus, c'est un service qui rayonnait sur d'autres services. Donc, pour nous, il y avait un réel intérêt. Et donc, on a fait des phases d'observation et d'entretien auprès des collaborateurs du service. Et puis, échanger sur la restitution dans l'instance du COPIL RPS pour reclasser tous les éléments par facteur de risques psychosociaux, ce qui nous a permis de faire une restitution à l'équipe dans son intégralité et de les faire travailler sur des pistes d'action. C'est eux qui ont choisi en fait les thématiques sur lesquelles ils souhaitaient travailler
et proposer des pistes d'action. Donc là, désormais, il nous faut choisir les actions que l'on souhaite traiter en priorité et puis déployer les groupes de travail. Et avec le recul sur cette première expérience, quels sont les points de vigilance à prendre en compte selon vous? Alors, le premier point de vigilance pour moi, c'est ne pas négliger l'investissement en temps, notamment au début, quand on commence la construction de la démarche, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à mettre en œuvre. Il faut créer le groupe du comité de pilotage. Il faut aussi prévoir les modalités de fonctionnement de ce COPIL, prévoir de créer un observatoire avec des indicateurs qui vont permettre de suivre l'évolution des RPS sur la durée. Et puis le temps d'analyse, le temps de restitution, le temps de travail sur les actions. Et tout ça, c'est vraiment c'est pas négligeable pour un groupe. Le deuxième point, c'est savoir se baser sur des éléments factuels du travail, ne pas juger, ne pas interpréter. On se rend compte que l'on va très vite dans le jugement et parfois dans les aspects négatifs du sujet. Or, on a des facteurs protecteurs qui viennent plutôt comme des ressources et contrebalancer les contraintes. Et ça, il faut vraiment s'en servir pour renforcer les points positifs. Ensuite, c'est trouver apporter de la crédibilité et de la confiance aux salariés en renforçant la communication sur le sujet. Donc nous, par exemple, le COPIL va créer un support de communication spécifique au comité de pilotage. Donc ce ne sera pas une communication de direction, mais bien un support du comité de pilotage pour informer les collaborateurs de l'avancée. Très bien. Je me tourne maintenant vers Emmanuel Martineau-Marsoni. Vous êtes directeur général de l'association Kervian depuis 2018. Vous êtes tout de suite lancé dans une action de prévention des risques psychosociaux, à la fois ambitieuse, avec de gros moyens mis sur la table. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller sur une telle approche ? Il y avait plusieurs choses. Il y avait une frustration, un contexte, une demande et des partenaires. Une frustration, la mienne, qui était dans mon parcours d'avoir été confronté à la souffrance psychosociale au travail, qui est presque inhérente à notre fonction, puisqu'on est les professionnels de terrain sont confrontés au handicap, à la souffrance en permanence, et à ne pas pouvoir agir. Et là, dans ce poste, en tant que directeur général, j'avais vraiment l'occasion de pouvoir décider de proposer cette démarche. Le contexte, il se trouvait qu'il y avait un établissement, quand j'ai pris mon poste, qui était relativement en difficulté, avec des plaintes importantes. Hein. La demande, c'était une demande du CSE qui a dit nous, on voudrait vraiment rentrer dans le travail sur les risques psychosociaux, et des partenaires parce que c'était ancré dans le fonctionnement de cette association. Il y avait des partenaires avec la CARSAT de Bretagne, mais aussi avec les services de santé au travail, qui nous ont permis vraiment de réunir tout le monde autour de la table très très vite pour se décider de ce qu'on allait faire. Et comment est-ce que vous avez réussi à convaincre tout le monde autour de vous suivre, que ce soit au niveau du conseil d'administration, des équipes, de l'encadrement, etc. Alors, conseil d'administration, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui est vraiment ambitieux sur la qualité de vie au travail et qui est vraiment, par exemple, extrêmement content quand j'annonce qu'on réduit le temps partiel non choisi. Vraiment, c'est vraiment un conseil qui nous accompagne là-dessus. On avait une expérience du dialogue social ancienne et ancrée dans cette association, une expérience de dialogue social positif. Donc, un rapport direct et quotidien avec les représentants du personnel. Et puis, une équipe d'encadrement renouvelée. Beaucoup, comme souvent à l'arrivée d'un directeur général, ça bouge un peu dans les encadrements. Et ce qui fait que je n'ai pas eu grand monde à convaincre de ce côté-là, puisque les gens ont été aussi recrutés dans cet esprit-là. Donc, ça a facilité vraiment les choses. Et vous avez exprimé la volonté de travailler sur chaque établissement en prenant en compte les spécificités de chacun, puisque ce sont des établissements assez différents. Comment est-ce que ça s'est décliné concrètement ? Alors, en fait, on est 400 salariés qui, effectivement, travaillent chacun sur des sites différents. C'est des structures entre 30 et 80 salariés, mais qui ont plein d'espaces de rencontre autour de la thématique du handicap. Et même, on est parti de l'idée que même s'il y a un établissement qui n'allait pas bien, il n'allait pas bien aujourd'hui. Mais les sources de la souffrance
pouvaient se retrouver à un moment ou à un autre ailleurs. Donc, on a vite été convaincus qu'il ne fallait pas qu'on s'occupe que de celui qui n'allait pas bien, mais qu'il fallait qu'on s'occupe de l'ensemble, parce que de toute façon, soit ça nous tomberait dessus, d'une certaine façon, soit de toute façon, ça améliorerait les choses. Et parmi les 2 premiers établissements ciblés, il y avait la direction générale. Et est-ce que c'était une volonté de montrer que vous n'étiez pas à part dans cette démarche, ou de prendre la mesure du travail que ça pouvait représenter? Il y avait certainement un peu d'inconscience de ma part sur cette affaire-là. J'ai trouvé qu'effectivement, il fallait donner l'exemple, mais ce n'était pas si facile parce que j'ai mangé, quoi. Bon. Mais ceci dit, c'était très intéressant parce qu'il fallait effectivement qu'on commence par balayer devant notre porte. Et ça a été, je crois, ça a donné un vrai élan à la démarche pour les autres établissements. Est-ce que vous avez éprouvé des doutes ou des moments de découragement, que ce soit vous ou que ce soit au niveau des équipes? Alors, on a d'abord été accompagné par une équipe, par des intervenants que la CARSAT de Bretagne nous avait indiqués. Alors, on a fait un appel à projet et on les a retenus, eux. C'est Axe Ergonomie. Et vraiment, eux étaient très rassurants parce que c'est quand même eux qui faisaient une grosse partie du boulot. Parce que je crois que dans les établissements, enfin dans les entreprises où il faut le faire tout seul en interne, c'est quand même, il faut avoir des sacrées ressources. Parce qu'il faut pouvoir avoir des gens qui animent, qui soient jugés crédibles dans l'animation, mais aussi qui tiennent les comptes rendus, qui les diffusent. Et ça, c'est vrai que le fait de s'adresser à une agence était quand même beaucoup plus simple. Donc, les doutes, pas trop. Non, parce que immédiatement, ça a été extrêmement intéressant. Et qu'on a pu, en quelques semaines, régler des problèmes très anciens. Donc, ils nous présentaient, les intervenants, des tableaux à un moment d'un service où tout était en rouge. Hein. Rouge, c'était que ça allait pas. Vert, c'est que ça allait bien. Et là, en quelques semaines, on est revenu au vert parce qu'on a immédiatement agi. Et ça a aussi donné le feu vert pour les autres pour dire, tiens, ça a agi. Il y a eu des problèmes, on a pu les régler simplement et facilement et ça a marché. Après 3 ans de déploiement, quel regard portez-vous sur ce qui a été mis en œuvre? Commence-t-il à y avoir des résultats tangibles, que ce soit au niveau du turnover, des arrêts de travail, le climat social général, etc.? Alors peut-être la première chose, c'est qu'on n'a jamais attendu de résultats. Mais l'objectif, c'était d'entrer dans une démarche et de créer des espaces de travail, de réflexion, sur lesquels chaque fois, et les instituer, les ancrer dans le fonctionnement, de façon à ce que systématiquement, quand il y a quelque chose, quand il y a une question qui se pose, elle puisse être traitée. Donc, je ne saurais pas dire du tout si ça a eu un vrai avantage, surtout qu'on a traversé le Covid au milieu de tout ça. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, il ne traîne pas, il y a un espace pour en parler et il y a un espace de résolution. Donc, pour ma part, je trouve que ça a encore plus amélioré le rapport avec les personnels et les représentants du personnel, qui fait qu'aujourd'hui, on va vers de la cogestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne prends pas une décision importante sans consulter les représentants du personnel. Et je pense que là-dessus, ça m'a fait bouger. Nous passons maintenant à la partie consacrée aux questions posées par les internautes. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on lance une démarche de prévention des risques psychosociaux en entreprise, Valérie Langevin? Alors, il y a un certain nombre d'erreurs à pas commettre. Je pense que la première à citer, c'est ne pas s'engager dans une démarche de prévention sans l'avoir préparé un minimum. Hein. C'est ce qu'on a dit précédemment. Donc, il faut structurer un minimum la démarche. Ça, c'est très important. Prendre un minimum de précautions, notamment de protection de la parole des salariés, impliquer bien sûr les représentants du personnel, se donner le moyen de ses ambitions. Hein, ça, c'est aussi très important. Être clair sur les objectifs poursuivis. Si on est dans une recherche de responsabilité, on n'est pas dans un objectif de prévention. Ça, il faut être au clair. C'est 2 objectifs différents, mais on ne poursuit pas les 2 objectifs en même temps parce que sinon, on va louper les 2 et on peut exposer les salariés. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, ne pas s'engager dans une démarche de prévention uniquement pour être
être au clair de son obligation réglementaire. Il faut vraiment donner du sens à la démarche de prévention. Donc voilà, je suis loin sans doute d'être exhaustive, mais ça, c'est les principaux points que Les je principaux vois. écueils à Ouais, éviter. ouais. Très bien. Comment se centrer sur le risque psychosocial professionnel sans se trouver embarqué dans des dérives qui renvoient aux mécanismes psychologiques individuels et aux RPS extra-professionnels, du type de toute façon, il est en plein divorce, etc. Bah ça, Valérie Langevin. je pense que c'est assez simple. J'en reviens à mon point précédent, c'est-à-dire qu'il faut être au clair sur les objectifs. C'est-à-dire que si on est dans une recherche de culpabilisation, de recherche de responsabilité individuelle, forcément qu'il y aura une dérive. Et si on est bien carré sur les objectifs au départ, on s'inscrit dans une démarche de prévention centrée sur le travail et son organisation, automatiquement, on va éviter ces dérives-là. C'est tout simple. Il faut être bien au clair sur le départ, avoir une démarche structurée, bien fixer les objectifs et on évite les dérives. Claude Vadeboin. Oui, il faut être bien au clair sur ce que sont les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, encore une fois, c'est organiser une discussion autour du travail et de ses difficultés. Et donc, si on est centré sur cet objectif, il n'y a pas de dérive. Et puis, même si des salariés peuvent avoir effectivement des passages difficiles dans leur vie personnelle et qui peuvent avoir des impacts sur le travail, mais les salariés disent les raisons pour lesquelles, à un moment T, ils sont en difficulté. Donc, ce ne sont pas des RPS. Ce qui n'empêche pas évidemment l'entreprise d'accompagner ce passage difficile pour le salarié. Mais nous ne sommes pas sur du risque psychosocial. Emmanuel Martineau, je crois que vous souhaitiez intervenir sur cette question. Oui, parce qu'une petite chose que j'ai découvert avec ces groupes, c'est que chaque début de groupe, tous les groupes qu'on a fait débutaient par comment ça va. C'est-à-dire que chacun s'exprimait pour dire dans quel état il se sentait sur cette réunion-là. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça permettait de mettre à distance l'humeur ou les difficultés de chacun. D'abord de faire gaffe à comment on s'adressait à lui après, vous étiez un peu tendu. Et ça, je trouvais que ça disait, OK, on écoute, mais maintenant qu'on l'a dit, on peut passer à autre chose. Et j'ai trouvé que c'était une petite technique très intéressante. Une question qui peut apparaître contradictoire, paradoxale par rapport à d'autres. Comment organiser une évaluation des risques psychosociaux de façon individuelle, Claude Vadeboin ? Alors, si je comprends bien la question, ce serait soit faire des entretiens individuels, soit passer des questionnaires, où on touche individuellement les salariés. Bon, alors c'est une méthodologie, il y a pas de... Le réseau prévention préconise plutôt des entretiens collectifs, tout simplement parce que le travail est toujours une expérience collective, et ce qui est intéressant dans les collectifs au sein d'une même unité, c'est de mettre en débat la réalisation, l'organisation du travail. Maintenant, si l'entreprise, pour des problématiques organisationnelles, de contraintes organisationnelles, elle n'arrive pas à organiser des groupes, eh bien, on peut tout à fait organiser sur la base du RPSDU, de la même manière, des entretiens individuels qu'il faudra synthétiser. Et puis, concernant les questionnaires, eh bien, on peut en première partie faire passer des questionnaires, mais il faut savoir que ces questionnaires ne donneront qu'en macro des éléments de présence ou pas du facteur de risque, mais rien sur le travail concret. Et je rappelle que pour pouvoir faire un plan d'action, il nous faut le travail. Et le travail, nous ne pouvons l'avoir qu'en questionnant ceux qui le font. Valérie Langevin, vous souhaitiez intervenir ? Oui, effectivement, il y a des fois des entreprises qui utilisent un questionnaire, soit parce qu'effectivement c'est une très grosse entreprise, donc elles veulent utiliser un questionnaire parce qu'effectivement ça permet de très rapidement de toucher un certain nombre de salariés, donc effectivement pourquoi pas. Ou l'autre cas de figure, c'est parce qu'effectivement les personnes souhaitent s'exprimer de manière anonyme, donc ça c'est aussi l'autre argument qui est avancé et on le comprend tout à fait. Donc ça peut être, excusez-moi, une première étape. Mais après, on explique bien aux entreprises que la deuxième étape, ce sera de mettre en place des groupes de travail pour venir expliciter de manière plus qualitative les résultats quantitatifs d'un questionnaire. Je rejoins je complète ce que vient de dire Claude. Un questionnaire, c'est parfois une étape incontournable pour les entreprises, mais il faut que ce soit complété. Très bien.
Sabrina Vinet, vous souhaitiez compléter peut-être ces deux réponses. Oui, tout à fait, parce que nous, c'est vrai qu'au niveau du groupe Safran, donc on déploie l'Observatoire Everest pour interroger donc les collaborateurs sur le vécu au travail et avoir, je dirais, une analyse globale effectivement de ce qui se passe sur le site, par exemple. Donc on fait une analyse annuelle, mais ça nous donne une tendance macro de laquelle on peut dégager peut-être des pistes d'action sur des sujets qui vont ressortir. Par exemple, si on parle de charge de travail, c'est un sujet sur lequel on va peut-être pouvoir travailler au niveau macro. Mais après, il faut, ou alors définir un secteur d'activité sur lequel orienter notre choix d'action. Mais on va effectivement après avoir besoin d'aller dans le détail auprès du service concerné. Ça s'apparente plus à ce qu'on appelle un baromètre social, qu'effectivement l'entreprise va faire passer à ses salariés toutes les années pour voir en tendance si ça va mieux ou pas, mais en aucun cas ça donne des éléments concrets du travail qui permettent l'élaboration d'un plan d'action. Ça vous permet après d'organiser votre travail, de prioriser et d'orienter l'action. En fait. Exactement. Le questionnaire Everest auquel vous faites allusion, c'est celui qui est déployé au niveau national pour l'évaluation des conditions de travail. Oui, tout à fait. Parce que ce qui est très important à dire, c'est que si on utilise un questionnaire, on ne peut pas prendre un questionnaire maison. Les questionnaires doivent être validés scientifiquement. Ça, c'est aussi très important. Ils correspondent à des... ils respectent des spécificités très particulières scientifiques. Et on ne peut pas faire son petit questionnaire... On doit avoir une méthode. Oui, tout à fait. Comment détecter les risques psychosociaux dans des ambiances de travail apparemment conviviales, Claude Vadeboin? Alors, apparemment conviviales, de toute façon, rappelons que l'évaluation du risque, quel que soit le risque, dont les risques psychosociaux, sont une obligation réglementaire de l'employeur. Donc, évaluer les risques et par exemple le risque psychosocial, n'implique pas qu'il va y avoir risque. L'évaluation, c'est poser l'hypothèse de la présence ou pas du risque. Et c'est l'évaluation qui va invalider ou valider cette hypothèse. Et s'il y a risque, eh bien, elle va pouvoir nous donner sur quel facteur de risque, dans quelle unité de travail, et puis le niveau d'intensité du risque. Donc, voilà, quelle que soit la situation de l'entreprise, il est nécessaire d'évaluer son risque. Et puis, concernant... parce que quand on évalue ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui fait tension, ce qui fait difficulté, mais on évalue aussi ce qui est motivant, facilitant et qui est à préserver. Donc, il est tout à fait intéressant pour une entreprise de pouvoir identifier aussi dans son organisation ce qu'elle a intérêt de préserver, voire de consolider, développer. Donc, pas de souci de faire une évaluation, même quand on pense que dans son entreprise, tout va bien. Puis parfois, en fait, par rapport à ces ambiances de travail qui sont apparemment conviviales, se cache peut-être ce qu'on appelle des exigences émotionnelles qui est une des catégories de facteurs de risques psychosociaux où en fait, dans certaines entreprises, dans certaines cultures d'entreprise, on doit afficher une attitude positive, on doit toujours être de bonne humeur, souriant effectivement, et de bonne humeur, où effectivement c'est une exigence de travail d'apparaître toujours gai, voilà, souriant, etc. Donc il faut effectivement l'évaluer. Ouais. Qu'en est-il des dirigeants potentiellement aussi confrontés à titre personnel au risque psychosocial, Valérie Langevin? On peut citer quelques ressources ou dispositifs de ce type qui existent. Donc, il y a par exemple un dispositif de soutien psychologique pour des dirigeants de PME qui sont en liquidation judiciaire. Donc, c'est un dispositif qui est attaché aux tribunaux de commerce. C'est l'association APESA qui vient en aide aux patrons de PME, PMI dans ce cas de figure-là. Il y a aussi l'observatoire Amarok, qui est un observatoire de la santé et de la sécurité des dirigeants de PME et PMI. Et puis, il y a aussi des organisations professionnelles qui proposent aussi des conseils, des ressources, notamment pour les artisans. Il y a par exemple l'IRIS ST pour les artisans du BTP qui propose des ressources pour aider les dirigeants quand ils sont confrontés à des risques psychosociaux. Vers qui se tourner quand les dirigeants sont sourds à la démarche de prévention des RPS, Claude Vadeboin? Rappelons que c'est une obligation réglementaire. Je dirais les membres élus, parce que c'est souvent les CSE ou les CSSCT qui
éventuellement faire des alertes et ces alertes ne sont pas entendues. Mais il y a tous les institutionnels en appui aux entreprises, que sont les CARSAT, l'inspection du travail, la médecine du travail. Donc voilà, pour tenter de faire bouger l'entreprise. Nous pouvons, suite à une alerte, contacter la direction et l'amener à mettre en place une démarche de prévention. Enfin, l'objectif, de toute façon, c'est de les amener à comprendre que c'est important et que c'est gagnant-gagnant, parce que sinon, faire une démarche d'évaluation dans la contrainte, on n'ira pas au bout du plan d'action, de toute façon. Donc voilà, il y a tout un travail après pédagogique, d'explication, pour lever toutes les craintes, toutes les peurs qu'on a identifiées en début d'émission. Voilà, c'est le travail que nous pouvons faire avec les entreprises. Emmanuel Martineau, vous souhaitiez également... Oui, un autre promoteur de cette question-là vis-à-vis des directions, c'est aussi nos financeurs. L'Agence régionale de santé, par exemple, elle va vraiment nous pousser et aller nous chercher sur ces questions-là en disant comment est-ce que vous travaillez les décisions au sein de vos entreprises, etc. Donc eux, c'est un vrai aiguillon, que ce soit ARS ou conseil départemental quand ils sont financeurs. Sur quels indicateurs les dirigeants d'entreprise réalisent-ils leur suivi, Valérie Langevin? Alors, ce qu'on peut conseiller par rapport au suivi, à l'évaluation des actions de prévention, c'est finalement de repartir des indicateurs de dépistage des risques psychosociaux. On a à l'INRS une brochure qui s'appelle Dépistage des risques psychosociaux, la AED 6012, qui sont finalement des indicateurs à la fois de fonctionnement de l'entreprise et des indicateurs sur la santé et la sécurité des salariés, qui permettent de dépister la présence des risques psychosociaux dans l'entreprise. Et ces indicateurs-là, finalement, peuvent être suivis une fois qu'on a mis en place les mesures de prévention. Donc, à minima, c'est ces indicateurs-là qu'on peut suivre. Mais après, il ne faut pas non plus se stresser, je dirais, par rapport à ces indicateurs de suivi. Monsieur Martineau, dans son témoignage, l'a bien dit, il a senti très rapidement que les choses s'amélioraient dans l'entreprise. Donc, se donner de quelques indicateurs, effectivement, et puis dans l'évaluation au quotidien, on sent que les choses peuvent s'améliorer, pardon. Et puis dans le suivi du plan d'action, notamment en interaction avec le CSE, c'est aussi des choses qu'on peut suivre en termes d'amélioration des conditions de travail. C'est aussi dans le dialogue et dans le suivi du plan d'action et dans l'instant CSE, par exemple. Mieux vaut quelques indicateurs efficaces. Oui, qu'une batterie d'indicateurs qu'on aura du mal à suivre dans le temps. La fameuse usine à gaz, ça ne fonctionne pas, on ne tient pas. Et puis, il vaut mieux évaluer les actions correctives qui ont été mises en place, c'est-à-dire est-ce que l'action corrective qu'on a mise en place au regard d'une difficulté au travail répond bien à la résolution de cette difficulté au travail. Et là, on est vraiment, encore une fois, sur le travail avec les personnes qui le font, etc. Voilà. Après, une entreprise, après, elle suit ses indicateurs au travers, de toute façon, même ses obligations, la BDES, elle voit si ses accidents ils augmentent. Tout à fait. Base de données. C'est ces indicateurs-là. Oui, elle a ses indicateurs, donc de toute façon. C'est les indicateurs du BDES. La BDES. Un BDESE, donc base de données économiques, sociales et environnementales. Voilà, où elle suit tous ces indicateurs RH, enfin tous les indicateurs d'entreprise. Emmanuel Martineau. Même si en termes d'indicateurs, il y a un effet qui peut être surprenant aussi, c'est quand on se lance dans ce démarche-là, c'est que ça va faire émerger d'autres problèmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il ne faut pas craindre que ça fasse... Nous, par exemple, on s'est mis à traiter la question des violences subies par les salariés, qui était une source de risques psychosociaux, mais qui n'était pas traitée en tant que telle. Et ça a permis de donner... Ça nous a envahi vraiment, parce que tout d'un coup, on ne parlait plus que ça, mais ça nous a permis de travailler sur une procédure de prise en charge managériale de toutes les personnes qui étaient victimes, qui se disaient victimes de violences. C'est elles qui évaluaient d'ailleurs la violence dont elles étaient victimes. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, où ça va s'arrêter? Parce que ça faisait remonter tout un tas de situations qui pouvaient être compliquées, mais pour le coup, qu'on résolvait au fur et à mesure. Comment aider les entreprises à être dans la prévention plutôt que dans la réaction
face au RPS, Claude Vadeboin? Dans la prévention, les témoignages nous montrent qu'effectivement, au début, les démarches peuvent sembler un peu lourdes, parce que c'est un peu la première fois qu'on les met en place. Il faut se former, il faut se sensibiliser l'ensemble, organiser. Mais ensuite, ce que nous préconisons, c'est inscrire, instituer, valoriser des temps, des espaces-temps au plus près du travail. Donc, chaque entreprise voit quelle est son organisation, mais au plus près d'une unité de travail, c'est-à-dire à l'endroit où les salariés ont les mêmes contraintes de travail, instituer et valoriser des espaces-temps où les salariés peuvent remonter en continu leurs difficultés au travail et tenter de les résoudre avec leur manager. Si ça demande des aménagements, des moyens, on peut faire remonter, hein. Mais voilà, nous, on conseille vraiment en fait, convaincre l'entreprise que parler du travail au travail, c'est du travail. Voilà, il n'y a pas d'autre. Et où parler du travail, sinon on travaille. Mais malheureusement, enfin, je le dis en plaisantant, mais c'est pas si évident que ça, quoi. Donc voilà, ces temps institués, valorisés, où on remonte les difficultés, doivent être intégrés dans l'organisation du travail. C'est pas quelque chose, la prévention, c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose qui fait partie du travail et de l'organisation du travail. Une question sur les rumeurs en entreprise. Les bruits de couloir au sein de l'entreprise génèrent parfois de la frustration chez certains salariés et de facto des risques psychosociaux. Quelle est la responsabilité de l'employeur? A-t-il les moyens et les outils afin d'éradiquer ou de minimiser ces situations? Valérie Langevin. Je pense qu'effectivement, l'employeur a tout intérêt, à faire cesser des bruits de couloir. On voit ça notamment en période de changement. En période de changement. Donc, c'est vrai que pour des directions, c'est pas toujours facile de communiquer quand elle-même, elle ne sait pas ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, quand il y a des incertitudes sur l'avenir de l'entreprise, voilà. Mais il est toujours mieux de communiquer en disant qu'on ne sait pas que de ne rien dire, parce qu'effectivement, ça génère de l'incertitude auprès des salariés. Et ce que j'entends aussi derrière cette question, c'est aussi des bruits de couloir sur un flou sur des décisions qui sont prises en termes notamment des décisions, en termes des traitements qui seraient pas très équitables entre les salariés. Et ça, c'est une autre source de risques psychosociaux, hein. Il y a effectivement l'incertitude par rapport au changement et un autre facteur de risques psychosociaux, c'est le traitement inéquitable entre les salariés. Et ça, c'est effectivement une mesure de prévention, c'est d'agir contre ces sources de risques psychosociaux, hein. Peut-être rapidement, hein, pour dire que, outre effectivement le manque de reconnaissance, l'absence de marge de manœuvre et d'autonomie, les 2 facteurs aujourd'hui qui sont en nette augmentation dans les entreprises sont ce qu'on appelle la qualité empêchée, hein, c'est-à-dire faire un travail dont on n'arrive plus à être fier. Et le deuxième facteur, c'est l'injustice organisationnelle. Voilà. Et donc, c'est important de les noter, de savoir, voilà, ça. Pour quelles raisons aujourd'hui, enfin, on a des éléments de compréhension, hein, voilà, on n'arrive plus à faire un travail de qualité dans lequel on peut se reconnaître, se contempler, comme le dit Simone Veil, et la question de la justice organisationnelle. Quels arguments mettre en face de la raison économique pour créer une dynamique d'engagement et d'adhésion à cette démarche, Claude Vadeboin? C'est être un peu redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la santé est un levier d'efficacité et de performance de l'entreprise. Il y a des liens entre santé et performance de l'entreprise. Enfin, quand on entend les dirigeants nous dire effectivement qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir ces marges de bénéficiaires qui sont compte tenu qu'on est dans un environnement très concurrentiel, bon, avec tous les problèmes que l'on connaît, mondiaux, etc., qui les impactent directement, hein. Qui d'autre que les hommes et les femmes de leur entreprise
peuvent les amener à gagner ces marges bénéficiaires parce qu'ils sont bien au travail et qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Entre une entreprise, deux entreprises auront les mêmes machines, mais elles n'auront peut-être pas les mêmes collectifs avec le même engagement, la même motivation, parce que dans une entreprise, on aura pris au sérieux les conditions d'organisation du travail, et dans l'autre, peut-être un peu moins. Donc, voilà, le lien entre économie et santé est évident, quoi. Si je prends l'exemple Oui, qui paraissait bien. cher au début, c'était quelque chose qui m'a été renvoyé, puisqu'on était à plus de 200 000 euros sur 5 ans. Au final, c'est le coût, quand on le divise par salarié, c'est moins qu'une journée de formation par personne, ce qui est du coup que dalle, quoi, hein, par rapport aux bénéfices qu'on en trouve. Oui, puis tous les éléments de contre-performance qui ne sont pas calculés dans la performance économique, hein. Ce qu'on appelle la contre-performance sociale. Combien coûte l'absentéisme, combien coûte les remplacements, combien coûte le désengagement des salariés, combien coûte... Ça, ce n'est pas inscrit dans les indicateurs de performance dits de rentabilité, qualité, coût, délai, hein. Donc, si on intègre ces coûts de contre-performance, eh bien, on verra que la santé peut vraiment être un levier d'efficacité collective. Oui, il y avait eu quelques études économiques, Bien sûr, d'ailleurs, sur bien le sûr, coût du bien stress, sûr. je crois, C'est énorme. me souvenir, Énorme. dans les années 2010. Comment remettre de la dynamique quand une action de prévention s'essouffle, Valérie Langevin? Et je pense qu'effectivement, pour la pérennité de l'entreprise, je pense qu'il faut penser à former régulièrement de nouvelles personnes. Mais je pense que c'est un peu comme le renouvellement des membres du CSE. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un lien entre le CSE et des membres du comité de pilotage. De la même façon que les membres du CSE, les membres élus du CSE se renouvellent, je pense que pour la pérennité de l'entreprise, les membres du COPIL peuvent être amenés à se renouveler en se formant. Les membres du CSE se renouvellent, se forment, et de la même façon, peut-être qu'on peut envisager aussi que les membres du COPIL se renouvellent et se forment de la même façon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, nous, c'est une vraie question, mais oui. il en va de la pérennité d'une démarche, quoi. Oui, en fait, c'est quelque chose que l'on doit encore rédiger, c'est-à-dire comment on souhaite fonctionner dans ce COPIL. Mais effectivement, c'est de se dire tous les ans, on se repose la question pour tous les membres de se dire est-ce qu'on reste ou pas dans le COPIL. Et voilà, si ce n'est pas le cas, comment on gère nos appels à candidature, comment on traite nos candidatures, et bien sûr permettre aux nouveaux membres de se former sur les mêmes bases que les autres personnes, donc avec la CARSAT, et d'avoir à nouveau le même langage que nous, et toujours avoir cette boucle continue qui fait que les membres du COPIL sont engagés. Bien, merci à tous les quatre pour vos réponses, témoignages et commentaires. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Travail et Sécurité. Merci. 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 Beaucoup.